les médias internationaux, les médias occidentaux ont tout fait pour orienter l'opinion internationale vers la version selon laquelle il y a eu un génocide des Tutsis. C'est-à-dire que le génocide des Hutus contre les Tutsis. Les médias occidentaux, tout comme les gouvernements occidentaux d'ailleurs, notamment les gouvernements américains, anglais et français, ont tout fait pour créer une dichotomie entre d'un côté les bourreaux qui sont des Hutus et les victimes qui sont des Tutsis. Ce qui, en réalité, n'est pas du tout vrai. Autant on reconnaît que certains barons du régime Abiyarimana, des membres du clan Abiyarimana, un peu comme les Essingans au Cameroun, Abiyarimana était également prisonnier de son Essingan. Mais sauf qu'au Rwanda, ça s'appelait le Hutu Power. Ça, c'est vrai. On a vu ces membres du Hutu Power distribuer des machettes aux Hutus, les inviter, les appeler à aller massacrer les Tutsis, etc., etc. On a vu des membres du clan Abiyarimana fondé en 1993 la radio-télévision libre des Mille Collines qui appelait ouvertement au massacre des Tutsis qui étaient désignés comme étant des cafards. C'était vraiment horrible. C'est-à-dire que on reconnaît que les Hutus ont massacré les Tutsis, ça c'est vrai, c'est incontestable. Mais en même temps, il faut reconnaître que Paul Kagame, a également fait beaucoup, énormément de victimes, aussi bien au Rwanda qu'à l'est de la RDC. Parce qu'il faut situer le génocide rwandais dans son contexte. Parce qu'on a toujours tendance, parce que chaque fois qu'on parle du génocide rwandais, on a toujours tendance à dire oui, il y a eu génocide des Tutsis. Non, il n'y a jamais eu génocide des Tutsis. Je sais que le lobby pro Kagame regarde ce live show. Ils vont sans doute m'accuser de révisionnisme, de négationnisme. Le révisionnisme, c'est quand vous dites qu'il n'y a jamais eu génocide au Rwanda. Or, moi, je reconnais qu'il y a eu génocide au Rwanda, mais qu'on arrête de nous dire qu'il n'y avait que les Hutus qui massacraient les Tutsis. C'est faux. Voici comment le génocide rwandais commence. Nous sommes en 1986, en Ouganda. Yoweri Museveni, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au pouvoir, il était un chef rebelle. Et son mouvement rebelle s'appelait la National Resistance Army, qui a réussi à renverser Milton Obote en 1986. Et au sein de la rébellion dirigée par Yoweri Museveni se trouvait Paul Kagame. Et dans cette rébellion, Paul Kagame était chef du renseignement militaire. Écoutez bien cette histoire. Nous sommes en 86 et c'est en Ouganda. Or, au Rwanda, c'était le calme total. Les Tutsis, tout comme les Hutus, cohabitaient ensemble. Il y avait de l'harmonie entre les deux peuples. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. C'est vrai que en 1959, quand il y a eu la révolution Hutu, donc à la faveur des indépendances, parce qu'à l'époque, le colonisateur belge s'appuyait sur les Tutsis, parce que les Tutsis, c'était des rois. Donc la royauté au Rwanda était incarnée par des Tutsis. Kagame, par exemple, est descendant, c'est-à-dire que descend d'une lignée royale. C'est-à-dire que la maman de Kagame était la sœur d'une reine Tutsi au Rwanda. Alors le colonisateur belge s'appuyait donc sur les rois Tutsis pour assujettir les Hutus. Et maintenant, pour s'affranchir
de la royauté Tutsi, les Hutus ont dû se rebeller, c'est-à-dire qu'ils ont dû se soulever en 1959 pour renverser les rois Tutsis. Et c'est ainsi que beaucoup de Tutsis ont commencé à être persécutés par les Hutus, et ce qui a provoqué un exode massif des Tutsis vers certains pays voisins, tels que la RDC. Ils se sont installés beaucoup plus à l'est. Quand vous entendez parler des Banyamulenge au niveau de la RDC à l'est, là, ce sont des fils de réfugiés Tutsis qui fuyaient les persécutions au Rwanda en 1959 et qui se sont installés à l'est de la RDC. À un moment donné, il y a même eu un problème de nationalité ou d'identité au niveau de l'est de la RDC. D'aucuns se posaient la question de savoir si les Tutsis qui vivent à l'est de la RDC sont véritablement congolais. Alors, Kagame, donc, les parents de Kagame, qui étaient des Tutsis, fuient donc vers l'Ouganda. Ils partent s'installer en Ouganda comme réfugiés. À l'époque, Kagame a quel âge? Il a 4 ans, 4 à 5 ans. Bon, pour revenir maintenant à la National Resistance Army qui a renversé Milton Obote en Ouganda, Paul Kagame était au sein de la rébellion parce qu'il avait déjà pris la nationalité ougandaise. Bon, quand ils finissent de renverser Milton Obote, Yoweri Museveni s'installe au pouvoir. Et Yoweri Museveni était de l'ethnie Hima Ankole. Il est de l'ethnie Hima Ankole en Ouganda. Et les Hima Ankole sont des cousins des Tutsis. Donc, il y a une légende au niveau du Rwanda qui voudrait même que Yoweri Museveni était un Tutsi. Alors, en 1986, donc, Museveni arrive au pouvoir et en 1987, Paul Kagame et puis un certain Fred Rwigara, donc, c'est-à-dire que les fils des réfugiés Tutsis rwandais en Ouganda, là, Fred Rwigara était le numéro 2 de l'armée ougandaise. Alors, Fred Rwigara, il y avait Fred Rwigara, il y avait Bunyenyezi et puis Banyingana. Les majors Banyingana et Bunyenyezi. Et bien d'autres qui vont créer en 1987 le Front patriotique rwandais. C'était un groupe rebelle qui était constitué à 90% des membres de l'ethnie Tutsi, c'est-à-dire que les fils des anciens réfugiés qui ont fui le Rwanda à la fin des années 50. Le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais attaque le Rwanda à partir de l'Ouganda. Donc, et ils sont, en termes de logistique, en termes de matériel, en termes d'armes, c'est l'armée ougandaise qui les approvisionnait. Et ils étaient effectivement, bien évidemment, soutenus par Yoweri Museveni. Ils décident donc d'attaquer le Rwanda à partir du nord, c'est-à-dire qu'au niveau du nord du Rwanda, c'est-à-dire qu'au niveau de la partie frontalière avec l'Ouganda. Bon, ils attaquent donc le Rwanda et ils commencent à décimer les populations, à massacrer les civils, etc., etc. L'armée rwandaise, c'est-à-dire que les forces armées rwandaises, les phares, dirigés par Juvenal Habyarimana, qui lui-même était général-major, décide donc de riposter. Et dans la riposte de l'armée ougandaise, il est appuyé par Mobutu. Parce que Mobutu avait dans son système de sécurité ce qu'on appelait la division de la sécurité, la division spéciale présidentielle. Quand vous entendiez parler de la DSP au Zaïre, Lobir, c'est vraiment l'arrière-petit-fils devant la DSP. La DSP,
C'étaient des officiers généraux et supérieurs aguerris au combat qui ont été formés en Corée du Nord, en Chine, aux États-Unis, enfin, partout. C'est donc la division de la sécurité présidentielle qui déploie un hélicoptère au niveau du nord de l'Ouganda pour repousser les assauts du FPR. Et le FPR va perdre beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que grâce aux tirs aériens de l'armée rwandaise, appuyés par Mobutu, appuyés par la DSP, ils vont perdre énormément d'hommes dans leur rang, à tel point qu'ils seront obligés de battre en retraite au niveau de l'Ouganda. Et je tiens à préciser que le FPR était soutenu par les Américains. Ah oui, ça, il faut le souligner avec force. Bon, après dans la riposte de l'armée rwandaise, une riposte vraiment assez torride, le FPR est obligé de rebrousser chemin et de battre en retraite pour l'Ouganda. Parce qu'ils ont été mis en difficulté par l'armée rwandaise. Alors, quelques semaines plus tard, il y a une guerre de leadership qui s'installe. Alors, Fred Rwigema, qui était le numéro 1 du Front patriotique rwandais, a estimé que non, vraiment, nous n'avons pas la capacité de faire face à l'armée ougandaise. Il est mieux que nous saisissions la main tendue du gouvernement d'Abiyarimana. Allons nous asseoir sur la table de négociation pour négocier avec ce gouvernement. Alors, ses adjoints, qui étaient les majors Banyingana et puis Bunyenyezi, n'étaient pas d'accord. Et puis, il y a une mésentente qui va se créer. Et puis, hop, Fred Rwigema va être tué par ses adjoints. Et je vous rappelle que Fred Rwigema était le numéro 2 de l'armée ougandaise. Il était le numéro 2 de l'armée ougandaise. Donc, il va donc être tué par Bunyenyezi et puis Banyingana, les majors. Et après la mort de Fred Rwigema, Yoweri Museveni fait appel à Paul Kagame parce qu'au moment où le FPR, le Front patriotique rwandais, attaque le Rwanda à partir du nord, Paul Kagame est en formation aux États-Unis dans une école supérieure de guerre qu'on appelle Leavenworth dans le Kansas. Il est en formation là-bas. Et avant cette formation, c'était un stage en fait. Il était le patron des services de renseignement militaire au sein de l'armée ougandaise. Et Paul Kagame avait pour surnom Kagome, c'est-à-dire le Ponce Pilate. Et il était spécialisé dans des tortures, dans c'est-à-dire que c'était un spécialiste des tortures, des infiltrations, etc., etc. Bon, c'est quand Fred Rwigema meurt donc que Yoweri Museveni fait donc appel à Paul Kagame afin qu'il puisse diriger les opérations. Bon, maintenant, pour justifier un deuxième assaut du Front patriotique rwandais, parce que l'objectif, c'est-à-dire que le but final, c'était de renverser le régime d'Abiyarimana. Bon, maintenant, pour justifier un second assaut sur le Rwanda, une diplomate de l'ambassade des États-Unis au Rwanda va envoyer une note de renseignement de la CIA au cabinet du ministre de la Défense du Rwanda de l'époque. Et la note faisait état de l'infiltration de la capitale, Kigali par les agents de Kagame, donc les membres du FPR, du Front patriotique rwandais.
et que bientôt, ils allaient commencer à attaquer certains sites stratégiques à Kigali. Et c'est comme ça que le régime, et c'est là où Abiyarimana a commis une erreur très grave. Parce que après avoir reçu cette note de renseignement, et que par la suite, quelques jours plus tard, il y a effectivement eu échange de tirs. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu tir d'obus venant de quelque part. Mais les enquêtes ont été menées, les investigations. Rien n'a pu être. Bon, ce que je veux dire, c'est que rien n'a prouvé qu'il y a bel et bien eu infiltration des agents du régime de Kagame à Kigali. Bref, en fait, ce que je pense, c'est que l'ambassade des États-Unis au Rwanda voulait pousser le régime d'Abiyarimana à la faute, de manière à justifier une deuxième intervention du FPR. Parce qu'ils ont d'abord commencé, comme je vous l'ai expliqué, ils ont d'abord commencé par attaquer le Rwanda et ils ont été repoussés avec succès par l'armée rwandaise. Alors, après donc cette alerte et puis ces échanges de tirs, le régime d'Abiyarimana va donc s'affoler. Il va engager une vaste campagne, une campagne d'arrestation des Tutsis qui étaient soupçonnés d'être des soutiens du FPR, etc. Ils vont être arrêtés, d'autres vont être torturés, etc., etc. Mais de récupérer cela pour diaboliser le régime d'Abiyarimana et permettre et justifier l'entrée des troupes du FPR au Rwanda. Parce que les médias occidentaux, tout comme certaines ONG occidentales vont dire, voilà, on dit voilà. Quand on vous disait que le combat de Paul Kagame, du FPR-APR est justifié, voilà, que le régime d'Abiyarimana, le régime dictatorial, et ça ce sont les termes qu'ils utilisent très souvent, est en train de vouloir exterminer, de maltraiter, de martyriser le peuple Tutsi. Et il est tout à fait normal que le FPR se positionne en sauveur des Tutsis, que le FPR résiste au nom de la majorité du peuple, de leur peuple, du peuple Tutsi, qui est persécuté par le régime Abiyarimana. Paul Kagame et ses troupes avaient donc bon dos. Ils ont donc commencé à prendre certaines localités du Rwanda, les unes après les autres. Nous sommes là dans les années 91, 92, comme ça. Le 4 août 1993, à Arusha, c'est en Tanzanie, il y a un accord qui est signé entre le gouvernement de Abiyarimana et le FPR. Sauf que Paul Kagame, c'est-à-dire que son objectif, c'est de prendre le pouvoir. Ce n'est pas de le partager avec Abiyarimana. La preuve, avant les assises d'Arusha, qu'est-ce qu'il déclarait souvent à ses troupes? Notre démocratie, c'est ça, la Kalachnikov. Notre démocratie, c'est la Kalachnikov. Donc, ça veut dire que pour eux, il n'était pas question de participer à une quelconque élection au Rwanda, puisque en plus de cela même, excusez-moi, puisqu'en plus de cela, les Tutsis étaient minoritaires par rapport aux Hutus. Donc, en cas d'élection, ils étaient sûrs de perdre. Voilà pourquoi ils faisaient tout, c'est-à-dire que Kagame et les gars du FPR faisaient tout ce qui est nécessaire pour prendre le pouvoir par tous les moyens. Alors, comment faire pour prendre le pouvoir? Il fallait abattre
l'avion d'Abiyarimana. Il fallait le tuer. Voici ce qui se passe donc le 6 avril 1994. Bon, je ne sais pas, parce que là, c'est mon opinion. Hein. J'ai comme le sentiment que la réunion à laquelle Abiyarimana, Cyprien Taryamira, qui était président du Burundi, c'est-à-dire que la réunion à laquelle ils ont participé en Tanzanie, à Arusha, en fait, c'était un piège qui a été organisé pour le mettre à la merci des tireurs d'élite du Front patriotique rwandais dirigé par Kagame afin qu'il soit tué. Pourquoi? Parce que Mobutu devait faire partie de la délégation. Ce sont les services secrets zaïrois qui disent à Mobutu que ça sent dur aussi. Si tu vas à cette réunion-là, quelque chose peut t'arriver. Donc, monsieur le président, il est mieux que vous ne bougez pas, que vous restiez là. Donc, si Mobutu avait participé à cette réunion-là qui s'est tenue à Arusha, en Tanzanie, lui-même, il allait être tué dans cet avion-là. Bon, Abiyarimana a quitté Kigali le 6 avril 1984 en matinée. Bon, il arrive donc à la réunion. Bon, c'était une réunion pour rien, puisqu'on ne. C'est-à-dire que quand ils arrivent en Tanzanie avec le Burundi, les membres du protocole demandent même que l'ordre du jour, c'est même quoi? De quoi s'agit-il même exactement? Le communiqué final, parce qu'il était question, parce que la réunion a même commencé très tard, prévue à 14 heures. Non, la réunion était prévue, je crois, à midi. Et c'est à 14 heures qu'elle a finalement commencé. Et le communiqué final aurait dû être signé à 16 heures pour que Abiyarimana et sa délégation puissent rentrer avant que la nuit tombe, parce que non loin de l'aéroport de Kigali, les gars de Kagame étaient positionnés au niveau du siège du Centre national du développement, qui était le siège du Parlement du gouvernement de transition. Donc, ça veut dire que la sécurité du président Abiyarimana n'était pas assurée. Et c'était même contre les accords d'Arusha. Parce que les accords d'Arusha n'avaient pas prévu que les APR, dont l'armée patriotique rwandaise, les militaires, c'est-à-dire que les rebelles de Kagame, puissent s'installer à la capitale. Donc, Kagame voulait faire vite pour qu'il rentre le plus tôt possible et pendant qu'il fait encore jour. Mais le protocole, c'est-à-dire que l'organisation a tout fait pour retarder l'échéance de son retour. Et c'est comme ça que les débats ne faisaient que se prolonger, se prolonger, se prolonger. Et c'est à 19 heures que le communiqué final a été publié. Bon, après la publication du communiqué final, il était question pour Juvenal Abiyarimana et sa délégation de remonter dans l'avion pour rentrer sur Kigali. Quand l'avion arrive à l'aéroport de Kigali, parce que des médias français ont agité la terre selon laquelle, oui, ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion, le Falcon 50 de Abiyarimana parce qu'il ne voulait pas partager le pouvoir avec les Tutsis, les membres du FPR, etc., etc. Ça, c'est la version qui a été agitée par certains médias occidentaux. Et pourtant, il y a un certain Aloïs Ruyenzi. Aloïs Ruyenzi était un soldat du FPR. Il a déclaré
aux juges français avoir participé à des réunions préparatoires, les réunions organisées par Kagame, des réunions préparatoires à l'attentat de l'avion présidentiel, l'avion du président Habyarimana. Alors, quand cet avion arrive donc à l'aéroport de Kigali le 6 avril 1994, il y a 2 tireurs d'élite qui étaient positionnés au niveau de Masaka, pas très loin de l'aéroport. Donc, un certain Frank Nziza et un autre là. Donc, ils étaient 2 qui étaient en charge de l'opération. Mais je ne retiens que le nom d'un seul, un certain Frank Nziza. Je crois qu'il était sous-lieutenant au sein du FPR, donc le Front patriotique rwandais, que dirigeait Paul Kagame. Quand l'avion est arrivé à leur portée, ils ont d'abord largué la première missile. Le missile, pardon. Le premier missile a raté sa cible. C'est quand ils ont largué le second que l'avion a été abattu. L'avion a été abattu et le génocide a commencé. Bon, maintenant, la question que d'aucuns se sont toujours posées, c'est de savoir d'où provenaient les missiles qui ont abattu. Parce que quand la justice s'est mise en branle, c'est la question que les uns et les autres se sont posées. D'où provenaient les missiles qui ont abattu l'avion d'Habyarimana? Il est ressorti des dépositions des membres du FPR qui ont été interrogés par la justice française, espagnole, tout comme par le TPIR, donc le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est ressorti que les missiles, c'était les missiles SA-16 qui ont été, ces missiles ont été mis à la disposition du FPR par l'armée ougandaise. Et l'armée ougandaise avait acheté ces missiles en URSS, ce qui est aujourd'hui la Russie. Donc, c'est Yoweri Museveni qui a mis ces missiles à la disposition du FPR. Pourquoi? Parce que comme ils ont été accrochés au niveau du nord du Rwanda, quand ils attaquaient le Rwanda, parce que ce sont les tirs aériens de l'armée rwandaise qui les a repoussés, ils ont donc compris la nécessité de s'offrir des missiles sol-air dans le but des missiles qui allaient leur permettre d'abattre les avions de l'armée rwandaise. Alors, après donc l'attentat sur l'avion de Habyarimana, le génocide commence. Bien évidemment, les membres du régime Habyarimana, majoritairement Hutus, vont appeler ouvertement au massacre des Tutsis parce qu'ils estimaient que c'était les Tutsis qui avaient abattu, donc les gars de Kagame, majoritairement Tutsis, qui avaient abattu l'avion de leur président. Mais il faut que les gens fassent extrêmement attention. Parce que Kagame est un expert en matière de renseignement militaire. Cela voudrait dire que Kagame a réussi à infiltrer les Interahamwe parce que le régime Habyarimana avait créé une milice appelée les Interahamwe. Mais ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que Kagame avait créé au sein du FPR ce qu'on appelait le Department of Military Intelligence, le DMI. C'est-à-dire que c'est un service de renseignement militaire très puissant, très efficace. La plupart des membres du DMI ont été formés en Israël.
dans les techniques d'infiltration, etc., etc. Et le DMI avait réussi à infiltrer les milices, les Interahamwe. Beaucoup voyant les exactions des Interahamwe, pensaient que c'est le régime Hutu qui était le commanditaire de ces massacres. Alors que la plupart de ceux qui exécutaient les Tutsis étaient des agents infiltrés par Paul Kagame au sein des Interahamwe. Robert Kajuga, par exemple, qui était le président des Interahamwe, c'était un Tutsi. C'était un Tutsi. Et c'était un agent infiltré de Paul Kagame. Et c'est comme ça qu'il y a eu des massacres. Et le drame, c'est que la presse occidentale ne braquait ses caméras que sur les massacres commis par l'armée, les forces armées rwandaises, les Interahamwe, au niveau du sud, mais oubliez qu'au niveau du nord, c'est-à-dire que dans la partie nord du Rwanda, Paul Kagame aussi massacrait des civils terriblement. C'est-à-dire que les gars du Front patriotique rwandais, ils massacraient des femmes, des jeunes, des enfants, des vieillards, etc. Par exemple, au niveau de Byumba. À Byumba, c'est-à-dire que des milliers et des milliers de civils ont été rassemblés dans un stade parce que les membres du FPR de Paul Kagame leur avaient dit, écoutez, euh, il y a de la nourriture qu'on doit venir vous distribuer. Donc, on a trompé les populations en leur disant qu'ils devaient se rassembler au stade pour des raisons humanitaires, alors que c'était c'est-à-dire une occasion de les massacrer. Donc, le régime de Kagame a réussi donc à les rassembler au stade de Byumba avant de les tuer. Et c'est comme ça que Kagame faisait. C'est-à-dire qu'on dit aux villageois, voilà, rassemblez-vous à tel endroit, on va venir vous remettre des denrées alimentaires, des vêtements, des couchettes, etc., etc. Et c'est comme ça que les membres du Front patriotique rwandais, armée patriotique rwandaise, les tuaient. Des civils, des vieillards. Donc, ils avaient une technique là qu'on appelait la fougani. Donc, on attache les deux mains de la victime derrière le dos. On lui tire dessus. C'est-à-dire que parfois, on lui cogne même la tête avec le revers de la houe. Et c'est comme ça qu'on le tue. Et Kagame avait une unité appelée le Network Commando qui était en charge des exécutions sommaires, des tortures, etc., etc. Et ça, les médias occidentaux n'en parlent pas. Hein. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Ils n'étaient concentrés que sur les crimes que commettait le régime Hutu d'Abiyarimana. Encore que cela est même sujet à caution, puisque comme je vous l'ai dit, Kagame a réussi à infiltrer l'appareil de l'État. Kagame a réussi à infiltrer le régime Abiyarimana. Ah oui. Bon, après donc le génocide, comme vous le savez, Kagame va monter au pouvoir, c'est-à-dire que l'objectif escompté par le FPR va être atteint. Ils vont donc pouvoir en juillet 1994. Et ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que Kagame va poursuivre le massacre des civils jusqu'à l'est du Zaïre voisin. Entre 1996 et 1998, près de 400 réfugiés
Hutus vont être massacrés à l'est par les membres de l'APR, dans l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Juste parce que là où se trouvaient ces réfugiés-là, gisait une forte quantité de coltan. Alors il fallait évacuer cette zone en massacrant littéralement tous les réfugiés qui étaient installés. Et ceci au nez et à la barbe du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui n'a pas dit mot. Et quand on a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est-à-dire que d'après les statuts du TPIR, qui était basé à Arusha en Tanzanie, toujours en Tanzanie, la compétence matérielle, comme disent les juristes du TPIR, était tous les crimes de génocide et les actes terroristes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Curieusement, l'attentat sur l'avion d'Abiyarimana a été évacué par les juges du tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce que les membres, Kagame lui-même, tout comme ses proches collaborateurs au sein du Front patriotique rwandais, étaient trempés jusqu'au cou dans cet attentat de l'avion du président Abiyarimana. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui est curieux, c'est que tous ceux qui ont été jugés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, je dis bien tous, sans exception, tous n'étaient que des Hutus. Tous n'étaient que des membres du régime déchu d'Abiyarimana. Aucun membre du FPR, c'est-à-dire que proche de Paul Kagame, n'a été jugé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Pourtant, le FPR a également commis des crimes, aussi bien au Rwanda qu'à l'est de la RDC. Parce que le Pentagone, c'est-à-dire que l'équivalent du ministère de la Défense au Rwanda, a fait de l'est de la RDC un enjeu de sécurité nationale parce qu'il gît une forte quantité de coltan. Le coltan, c'est cette matière qui sert à la fabrication des téléphones portables, l'uranium, etc. Et vous savez très bien que la bombe d'Hiroshima et qui a servi à Hiroshima et à Nagasaki a été fabriquée avec l'uranium qui gît à l'est de la RDC. Donc, en fait, les Américains utilisent Paul Kagame pour contrôler les ressources du sous-sol qui gisent à l'est de la RDC. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà pourquoi aucun membre du clan Kagame n'a été jugé jusqu'à ce jour. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va revenir à la justice tout à l'heure. Et le génocide, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 a eu un impact sur la politique intérieure au Zaïre de l'époque, puis en RDC. Parce que les Américains se sont rendus compte que Mobutu n'était plus trop avec eux. Il était déjà plutôt proche des Français. Donc, il s'est rangé du côté d'Abiyarimana. Cela n'a donc pas plu aux Américains. Pourtant, les Américains, la CIA, les services secrets américains, avaient utilisé Mobutu pour évincer Patrice Lumumba en 1960. Bon, les États-Unis, donc, après tout ce qui s'est passé au Rwanda,
ont donc cherché à se débarrasser de Mobutu pour placer pour mettre à sa place quelqu'un qui sera favorable au pillage, à l'exploitation des ressources minières au niveau de l'Est de la RDC. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Mobutu sera donc renversé. Et c'est Kabila qui va prendre sa place. Et vous savez que Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire que les rebelles de l'AFDL étaient composés de Rwandais et d'Ougandais. Donc, c'est Yoweri Museveni et Paul Kagame qui étaient les parrains de ce mouvement rebelle AFDL, qui ont renversé Mobutu et positionné Laurent Désiré Kabila. Or, quelques semaines plus tard, Laurent Désiré Kabila se rend compte que les Rwandais, les Ougandais deviennent de plus en plus nombreux au sein de l'appareil de l'État et même dans certaines localités de la RDC, ils narguent les gens, ils sont hautains, etc. Les Congolais, c'est-à-dire que les Congolais de souche ont commencé à en être embarrassés, quoi. Alors, sous la pression populaire, Laurent Désiré Kabila, qui s'inspirait de la philosophie politique de Mao Tse-tung, a donc décidé de les renvoyer chez eux, de renvoyer les Rwandais chez eux, de renvoyer les Ougandais chez eux. C'est-à-dire que ceux qui l'ont placé au pouvoir, hein, ils décident de les expulser de la RDC. Et c'est là où il se brouille donc avec ses parrains, les Paul Kagame, le Yoweri Museveni et même les Américains. Parce qu'il y avait une société américaine qu'on appelait Bechtel, bon, qui était très liée à la CIA, qui avait réussi à ressortir la carte minière de la RDC. La société Bechtel a donc décidé de tout faire pour obtenir la tête de Laurent Désiré Kabila. Et elle est même allée jusqu'à financer la deuxième guerre du Congo à partir du 2 août 1998. Bon, Kabila va donc être assassiné le 16, c'était à quelle date? Le 16 janvier 2001. Bon, jusqu'à présent, les soupçons pèsent sur le clan Kagame. Donc, le clan Kagame est accusé d'avoir commandité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila sous l'impulsion du gouvernement de Washington. Bon, et quand Laurent Désiré Kabila est assassiné, il est remplacé par son fils adoptif, Joseph Kabila. Et Joseph Kabila était le neveu de James Kabarebe. James Kabarebe, c'est un officier général très puissant au Rwanda qui faisait partie du cercle restreint autour de Paul Kagame au moment où le FPR réussit à prendre le pouvoir après le génocide. Alors, Joseph Kabila était donc le neveu de James Kabarebe et James Kabarebe était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Donc, il était chef d'état-major de l'armée rwandaise et chef d'état-major de l'armée congolaise. Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu. Bon, pour revenir donc à la justice, parce que c'est pour démontrer un peu toutes les manigances des Occidentaux autour du génocide rwandais. Lorsque l'avion d'Abiyarimana est abattu le 6 avril 1994 sur ordre de Paul Kagame et par deux membres de son commando, à l'intérieur se trouvent des Français parce que ce sont tous les membres de l'équipage de l'avion étaient des Français. Alors les familles de ces membres de l'équipage de l'avion, le Falcon 50, décident de saisir
la justice française. Alors, c'était en 1997 que la justice française a été saisie. Et cette justice française va ouvrir une enquête. Et celui qui était en charge de l'enquête s'appelait le juge Jean-Louis Bruguière. Jean-Louis Bruguière va mener des enquêtes. Il va interroger certains membres du FPR qui se sont brouillés avec Paul Kagame et qui ont trouvé refuge hors du Rwanda. Bon, après une enquête judiciaire, le 16 novembre 2006, le juge Jean-Louis Bruguière, donc du tribunal de grande instance de Paris, dont il est du pool de la lutte contre le terrorisme, il était du pool de la lutte contre le terrorisme au sein du TGI de Paris. Le juge rend son ordonnance et il lance un mandat d'arrêt contre des membres du clan Kagame, les James Kabarebe, le général Kayumba Nyamwasa, Rose Kabuye, qui est la chef de protocole de Kagame, et plein d'autres membres influents du Front patriotique rwandais. Et l'ordonnance rendue par le juge Bruguière en novembre 2006 a provoqué c'est-à-dire que a refroidi les relations entre le Rwanda et la France. Et Paul Kagame avait déclaré qu'il ne va renouer les relations diplomatiques avec la France que quand cette ordonnance du juge Bruguière sera levée. Bon, en novembre 2006, c'était au temps de Jacques Chirac. Sarkozy arrive au pouvoir en France en mai 2007 et il nomme comme ministre des Relations extérieures Bernard Kouchner, qui est un ami très proche de Kagame. Bernard Kouchner engage un lobbying à l'international en faveur de Kagame. Et ce lobbying vise à remettre en cause l'ordonnance du juge Bruguière, qui est une décision de justice. Donc, ça veut dire que Bernard Kouchner privilégiait ses relations avec Kagame plutôt qu'une décision rendue par la justice française en faveur des victimes françaises de l'attentat du 6 avril 1994. Et puis après, il y a eu un rapport rendu par le gouvernement rwandais et qui disculpait totalement le gouvernement rwandais. Bon, après Jean-Louis Bruguière qui ira en retraite, c'est Marc Trévidic, un autre juge d'instruction, qui va hériter le dossier de Bruguière. Et le juge Bruguière va s'appuyer sur ce rapport. Le rapport s'appelait le rapport Muziti. Alors, le juge Trévidic s'appuie donc sur le rapport Muziti pour produire une ordonnance qui disculpe totalement le régime Kagame. Bien entendu, le juge Marc Trévidic était sous la pression du gouvernement de Sarkozy parce que les relations entre le Rwanda et la France n'étaient pas au beau fixe. Et surtout que certains hommes d'affaires français convoitaient les ressources minières de la RDC qui sont contrôlées par des groupes rebelles parrainés par Paul Kagame. Bon, le Bruguière va rendre son ordonnance, je crois en 2014, si je ne me trompe pas.
Il rend son ordonnance en 2000, non, en 2018. En 2018, il rend son rapport. Et devinez quelle était la conclusion de ce rapport. C'est-à-dire que le rapport l'ordonnance de l'ordonnance de l'instruction. Imaginez quelle était la conclusion. Qu'il y a eu un non-lieu. Qu'il y a eu un non-lieu. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'attentat, là, en fait, c'était même un crash. Et le Juvenal Abiyarimana, le président du Rwanda, a été victime d'un crash d'avion. C'est ce que ça signifie. C'est de cela qu'il s'agit. Et la Cour d'appel de Paris a d'ailleurs confirmé cette décision du tribunal de grande instance de Paris. C'était en 2020, en mars 2020, si je ne me trompe pas. Donc, voilà donc comment, au nom de la réelle politique, au nom des intérêts géopolitiques et géostratégiques, la justice française a enterré le dossier relatif à l'attentat de l'avion qui transportait le président Juvenal Abiyarimana et Cyprien Taryamira, président du Burundi. Et cet avion était piloté, cet avion avait pour équipage des Français. C'est-à-dire que les membres de l'équipage de cet avion étaient tous des Français. Mais le gouvernement Sarkozy, tout comme celui Hollande et puis actuellement Macron, ont estimé que non, le plus important, c'était les relations avec le Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui qui est la secrétaire générale de la francophonie. C'est Mushikwabo, qui a été ministre des Relations extérieures du régime de Kagame. Cette dame a également été porte-parole du régime de Kagame. Donc, vous comprenez à travers le génocide rwandais que l'objectif des Occidentaux, plus précisément des Américains et des Anglais, c'était d'installer Paul Kagame au pouvoir afin d'avoir la possibilité d'exploiter les ressources du sol et du sous-sol de l'Est de la RDC. C'est de cela qu'il s'agit. Je parlais du tribunal pénal international pour le Rwanda tout à l'heure. Le bureau du procureur du TPIR était basé à Kigali. Donc, ça veut dire que le procureur du TPIR n'avait aucune marge de manœuvre et surtout que son bureau était infiltré par les agents de Kagame. C'est-à-dire que la seule dame procureure de ce tribunal qui a eu le courage d'exiger que Kagame et son clan soient jugés par le TPIR, c'était Carla Del Ponte, une magistrate suisse très courageuse qui a même d'ailleurs traqué les fonds de certains membres de la mafia italienne en Suisse. Donc, elle a voulu ouvrir, c'est-à-dire que convoquer les membres du régime de Kagame devant le tribunal, à ses bureaux. Le secrétariat général des Nations Unies a tout fait pour l'enlever, pour la démettre de ses fonctions et l'affecter ailleurs, au TPI, Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. C'est là-bas où on l'avait affecté. Parce qu'elle avait estimé qu'il était important que l'on juge c'est-à-dire que tous les auteurs de massacres, c'est-à-dire que quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent, qu'il soit du camp de Abiyarimana, du régime Abiyarimana, ou alors le camp de Paul Kagame, tous doivent être jugés. C'est ce que Carla Del Ponte avait déclaré. Mais le TPIR, comme je le disais, n'a jugé
que les membres du régime Habyarimana. Il n'a jugé que les Hutus. Je suis parfaitement d'accord avec, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la radio Mille Collines, mais c'était terrible et c'était horrible. Ce n'était même plus du journalisme, ça. Mais alors, plus du tout. Il y avait une dame qui travaillait à la radio-télévision Mille Collines, la Valérie Bémérique. Merde. Mais une extrémiste de feu. Une extrémiste de feu. Valérie Bémérique, une animatrice à la radio-télévision Mille Collines. Et puis, je crois, une peine à vie dans une prison là à Kigali, au Rwanda. Donc, voilà donc, mesdames et messieurs, ce que l'on ne vous a pas dit concernant le génocide rwandais. C'est que c'est Kagame qui a commencé à attaquer le Rwanda parce qu'il voulait prendre le pouvoir et il était poussé à cela par les Américains qui l'ont formé. Et il y a autre chose. Il y a autre chose que j'ai failli oublier de vous dire. C'est que Paul Kagame a éliminé physiquement tous ses anciens proches collaborateurs qui voulaient témoigner contre lui devant les juges français. Il a d'abord tenté d'éliminer physiquement Kayumba Nyamwasa, le général. Parce que Kayumba Nyamwasa était chef d'état-major et puis chargé de la DMI, Direction of Military Intelligence. Donc, pendant que Kagame massacrait les gens à Bisesero et puis à Byumba et tout, au nord du Rwanda, là, c'est Kayumba Nyamwasa qui dirigeait les opérations. Alors, après donc, le génocide, Kayumba Nyamwasa a été nommé chef d'état-major des armées. Et puis après, il s'est brouillé avec Paul Kagame. Paul Kagame l'a envoyé ambassadeur du Rwanda en Inde. Bon, il a profité de l'occasion pour aller s'installer en Afrique du Sud et demander l'asile. Paul Kagame a tenté de l'assassiner en juin 2010, avant la Coupe du Monde qui s'est tenue en Afrique du Sud. Donc, Kayumba Nyamwasa a échappé à 2 tentatives d'assassinat parce qu'il voulait témoigner devant le juge Trévédic de ce que c'est Kagame qui a commandité l'attentat sur l'avion qui transportait le Falcon 50, qui transportait le président Juvenal Habyarimana. Et il y a un autre, parce que tous étaient des membres, parce que les anciens proches collaborateurs de Kagame qui ont pris l'exil ont formé dans leur exil ce qu'on appelle le Congrès national rwandais. Donc, c'est un parti politique qui regroupe les exilés politiques, c'est-à-dire que les anciens membres du FPR ou de l'APR qui ont combattu aux côtés de Kagame. Alors, Kagame a donc cherché à les tuer un à un, one by one. Parce que les services secrets rwandais, quand ils décident de te faire la peau, ils ne reculent devant rien. Et ils ont donc tenté par 2 fois, de faire assassiner Kayumba Nyamwasa. Alors, si Kagame n'était donc pas impliqué dans cet attentat, pourquoi il cherchait à assassiner donc Kayumba Nyamwasa? Pourquoi? Bon, un autre qui a eu moins de chance que Kayumba Nyamwasa, il s'appelait Patrick Karegeya. Patrick Karegeya était en charge il était chef des services secrets au sein du FPR. C'est Patrick Karegeya que Paul Kagame avait envoyé pour mettre les membres de la délégation de Juvenal Habyarimana en filature.
Donc, c'est lui qui était en charge d'organiser la filature de, de, de la délégation d'Abiyarimana. Quand ils se sont rendus à cette réunion d'Arushala, donc c'est lui qui transmettait les informations à Paul Kagame sur les mouvements d'Abiyarimana. Donc, ça veut dire que quand Abiyarimana avait déjà quitté le lieu des travaux pour rentrer au Rwanda, c'est Patrick Karegeya qui appelait à Kigali pour dire que voilà, comme vous voyez là, ils sont déjà en train de venir, donc préparez-vous, préparez déjà l'opération. Bon, Patrick Karegeya, après le génocide, il va être nommé chargé du renseignement extérieur. Bon, par la suite, lui aussi, il va se brouiller avec Kagame parce que Patrick Karegeya estimait que qu'ils ont combattu, s'ils ont combattu aux côtés de Kagame, ce n'était pas pour installer une dictature crapuleuse et sauvage, non. C'était pour installer un système démocratique où les gens sont libres de s'exprimer, où les opposants, où les journalistes sont libres de s'exprimer. Alors, il s'est brouillé avec Kagame. Kagame l'a même jeté en prison. Alors, quelqu'un réagit, laisse l'affaire du Rwanda là. Oh, non, non, non. Bon, nous, on en a déjà parlé. Je dis simplement ce que j'en sais. Alors, Karege a donc eu des problèmes avec Kagame. Kagame l'a même jeté en prison. Il a réussi à s'évader de prison et à sortir du Rwanda pour aller lui aussi aller s'installer en Afrique du Sud. Bon, malheureusement pour lui, les services secrets de Kagame vont réussir à le faire assassiner à l'hôtel Michelangelo en Afrique du Sud. Son corps va être retrouvé le 1er janvier 1994. Ah oui? Et pourquoi Kagame cherchait à faire assassiner Karegeya? C'est parce que Karegeya en savait énormément sur la préparation de l'attentat de l'avion d'Abiyarimana par Paul Kagame. En juillet 2013, il va accorder une interview à RFI où il déclare de manière ouverte que c'est nous, du FPR, qui avions préparé l'attentat de l'avion du président Abiyarimana. Voilà pourquoi Kagame va faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir la tête de Karegeya. Donc Karegeya était le cœur du renseignement au sein du Front patriotique rwandais dirigé par Kagame. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, aujourd'hui, on peut bien se féliciter de l'embellie économique que connaît le Rwanda. C'est vrai, il serait très malhonnête de ma part de ne pas reconnaître l'essor économique que connaît le Rwanda. Mais à quel prix? À quel prix? Pendant qu'à l'est de la RDC à côté, des femmes sont violées, massacrées. Et c'est des millions de Congolais qui sont massacrés par des rebelles, qui sont parrainés par Paul Kagame. Souvenez-vous de Denis Mukwege, c'est-à-dire que le gynécologue là, qui dirige une clinique dans une localité à l'est de la RDC, qui a même reçu le prix Nobel de la paix. Il a reçu plusieurs menaces de mort des membres du clan de Kagame parce qu'il avait exigé que soit mis sur pied un tribunal pénal international pour l'est de la RDC, au vu des massacres que commettent des groupes rebelles qui sont parrainés par Kagame de ce côté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux ont réussi à créer une certaine doxa qui constitue à faire croire que non, Kagame c'est le sauveur des Tutsis et que les Hutus c'est la tribu des assassins, des criminels
et les Tutsis, c'est la victime, constitue la tribu des victimes. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dire les choses ainsi, c'est travestir les faits tels qu'ils se sont déroulés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, merci à